Merci. Donc en fait, avant de commencer à vous raconter un peu mes histoires de voyage, elles sont un peu barbantes, hein, je vous le dis dès maintenant. On va faire un petit exercice et je vais vous demander de me faire confiance parce qu'on va tous, je vais vous demander de fermer les yeux et de suivre un peu ce que je vais vous demander de faire. Allez, je vais m'assurer que tout le monde a fermé les yeux, tout le monde ferme les yeux, parfait. Pas de tricheur. Alors, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est de respirer pendant 5 secondes. On va faire 5 respirations. Et on va respirer d'une manière assez particulière. On va respirer profondément, ou par la bouche ou par le nez. On va mettre toute notre volonté dans l'inspiration. Et l'expiration, ça va être un lâcher-prise. Et on va le faire d'une manière continue, sans arrêt, pendant 5 fois. Donc, suivez un peu potentiellement le rythme de ma respiration. Allez, go, on va le faire tous ensemble, en union, s'il vous plaît. Parfait, ça fait 5. Merci infiniment. C'était bien, hein, ça relaxe un peu, ça. On n'est plus obligé d'attendre quelque chose qui va se passer. En fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est juste de se mettre tous ensemble dans le moment présent. On a essayé. 5 respirations n'est potentiellement pas suffisant. Mais voilà, c'est un début. Ça nous a permis aussi d'être sur un même niveau. On s'est tous ramenés dans une seule expérience. Et c'est ce que je vais essayer aussi de faire à travers cette présentation que j'ai nommée Un voyage autour de soi. Et j'ai utilisé cette citation d'Alan Watts qui dit « Être de passage, c'est vivre ». En fait, je l'ai tronqué parce que la suite dit rester et se maintenir, c'est mourir. Mais comme Jafar a déjà parlé de la vitesse de la mort, donc j'ai enlevé cette partie, sachant que je n'ai pas vu sa présentation. Donc voilà, l'idée en fait de ce voyage que j'avais entrepris il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, c'était en juin 2014, était venue d'une intuition, on va dire. En fait, je vais parler du pouvoir de la décision et un peu de cette histoire de voyage, comment ça a commencé. Un jour, alors que j'étais toujours employée dans une multinationale, ingénieure en informatique, project manager, j'étais très dans le contrôle, je suis en train de conduire pour rentrer chez moi, et puis soudain, une idée, une intuition qui passe, mais vraiment une voix dans ma tête qui me dit tu vas faire le tour du monde. Et là, j'étais sur la route, je me gare, tellement l'idée était foudroyante, tellement c'était puissant, je me gare et puis je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je descends le rétroviseur, je me regarde dans les yeux et je pose la question, est-ce que tu es sérieuse? Et la réponse que je vois dans mes propres yeux était oui. Et ça a commencé à partir de ce point-là. C'était en septembre 2013. 2 semaines après, je déposais ma demande d'année sabbatique auprès de mon boulot. Rien ne me prédestinait en fait à voyager. Je vais vous mentir si je vous disais c'est un rêve d'enfant, je voulais toujours faire ça, je voulais toujours partir à la découverte du monde. Absolument pas. J'étais complètement dans l'ambition. Je voulais réussir ma vie, mais vraiment professionnelle. C'est tout ce qui importait pour moi. La vie sociale, professionnelle. Je voulais être riche, avoir mon appart, ma voiture, etc., etc. Et puis cette pensée tellement puissante qui arrive d'un coup, et je la prends tout simplement comme étant une décision personnelle. Quelque chose qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là qui dit c'est moi qui ai décidé en fait. C'est pas une voix, c'est pas une révélation. J'avais fait cette décision, mais sans potentiellement l'avoir ramenée à ma conscience jusqu'à ce moment-là, où il s'est imposé tout naturellement. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout s'est déclenché d'une manière complètement naturelle. Je faisais ma demande d'année sabbatique, on a dit oui au boulot, donc pour m'accorder carrément une année, ce qui est un fait assez rare au Maroc, on va dire. Et j'avais pas le rang. Mais tout s'est fait d'une manière complètement naturelle. Mon père qui est dans la salle, il m'avait dit non mais t'es folle, tout simplement, mais t'es un peu barge hein, pour avoir ce genre d'idée. Et puis par la suite, lui aussi, au bout de 2 mois, il était ouais super, vas-y, je vais y aller avec toi. Et voilà, ça s'est fait. Au bout de 9 mois, j'étais sur le départ, je suis partie. Je suis partie en juin 2014, au départ du Nicaragua. Pourquoi Nicaragua? C'est un peu yay, ouais. Alors pourquoi Nicaragua? C'est encore une histoire un peu barge en même temps.
alors que je préparais ce voyage-là une année vraiment, c'est lent et ça se prépare longuement, j'avais fait plusieurs options, des fichiers Excel super détaillés. C'était mon boulot en fait, je faisais que ça, des fichiers Excel, faire des projets, etc. Donc j'ai fait potentiellement 15 options de trajet, vraiment avec la météo qu'il faut, le budget, etc., etc. Puis à un certain moment, je me suis dit, mais attends un peu, tu veux prendre une année en dehors du temps, une année en dehors de ta vie, donc tu vas faire quelque chose qui est complètement en dehors de ta zone de confiance. Oublie le project management, oublie le contrôle, on va faire quelque chose de complètement différent, on va partir sur un no plan plan. Et le no plan plan, en fait, c'était très simple, j'ai tout simplement supprimé tous mes fichiers Excel et j'ai ouvert Google Maps, j'ai regardé le premier pays, je savais que je voulais partir, je voulais commencer en Amérique du Sud, et j'ai regardé le premier pays, c'était le Nicaragua, et c'est de là que j'ai commencé. Mais en même temps, dans cette réflexion de je ne veux pas partir avec un plan, je veux partir complètement en dehors de ma zone de confort, j'ai pris le temps de réfléchir à mon purpose, à mon objectif. Pourquoi j'ai envie d'entreprendre un an de voyage? Pourquoi j'ai envie vraiment de partir dans cette aventure? Et je m'étais découverte en fait une passion du moment en fait dans ces mois de préparation qui était l'harmonica. J'ai acheté une harmonica et j'étais en train de souffler dedans tout le temps, en train de créer du bruit, jusqu'au moment où j'ai compris ah non en fait c'était pas l'harmonica, c'était l'harmonie que j'étais en train de chercher. Et donc justement tout mon voyage était à la recherche de l'harmonie, ramener une certaine harmonie dans ma vie. Et au final, quand j'ai fait le tour, j'ai compris que ramener cette harmonie, c'est pas une recherche active en soi, c'est vraiment juste d'arrêter de faire les choses, vraiment juste embrasser l'harmonie naturelle du monde, de la nature, des relations humaines, etc. Les embrasser d'une manière complètement naturelle, arrêter de mettre des blocages moi-même pour pouvoir tout simplement retrouver cette harmonie au quotidien, tous les jours. Mais d'abord, avant d'arriver à ce moment-là où j'ai compris ce que c'était que l'harmonie pour moi, il me fallait traverser plusieurs étapes dans ce voyage-là. Et une des premières étapes, c'était de commencer à voir et à écouter avec le cœur. Il fallait arrêter de voir avec les datas, il fallait arrêter que j'analyse, que j'essaie de tout comprendre, de programmer les choses. Et donc je me suis lancée dans cette aventure complètement aveugle, où je ne voulais que donner de l'amour et de le recevoir. Donc j'ai essayé de tout voir avec le cœur. Et une des premières expériences qui m'avait complètement mise par terre, en fait, par rapport à cette histoire de voir avec le cœur, c'était en arrivant en Colombie, au bout de 2 mois de voyage. Colombie, un pays qui est sur le papier super dangereux, pas très recommandé pour une femme de voyager toute seule dans ce pays. Au final, je suis restée 2 mois et demi. Et à un certain moment, j'avais décidé de partir dans un coin qui s'appelle Caño Cristales, la rivière aux 5 couleurs. C'est la plus belle rivière au monde. C'est une rivière vraiment avec des plantes qui ont différentes couleurs, etc. Donc on peut, là ce que vous voyez en fait, vous voyez du rouge, mais le rouge c'est la couleur de la plante. Et cet endroit-là était l'endroit le plus dangereux en Colombie. C'était une zone rouge ouverte pour les touristes depuis juste 4 ans, avant ce moment où j'y allais, et complètement contrôlée par l'armée, les FARC, les narcotrafiquants, bref, c'était le bordel absolu. J'arrive quand même, je prends un billet d'avion sans aucun plan. Je débarque, c'est une piste d'atterrissage, il n'y a pas d'aéroport, on reçoit son sac vraiment dans la rue. La rue, pas de goudron, il n'y a pas de voiture, juste des motos et des chevaux. Mais j'y vais quand même sans tous les a priori. Tout ce que j'ai lu sur les médias, etc., je me dis, OK, je ne vais pas voir ça. Il y a quelque chose qui m'appelle dans ce coin-là et je vais aller le chercher à travers le cœur. Et donc, quand je sors, une dame s'approche de moi et me pose la question, est-ce que tu sais où dormir? Je lui dis non. Elle me dit, bah, écoute, je t'offre une chambre chez moi à 10 dollars la nuit, sans dirham. Je fais oui, d'accord, bien sûr. 2 heures après, j'étais derrière son fils en train de faire du motocross dans les collines de la région, donc la grande aventure. J'ai passé 6 jours chez cette famille-là. Ils étaient devenus quelque part ma famille. Tout le village était devenu ma famille. Aujourd'hui, j'avais écrit un article à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des gens du monde entier qui m'écrivent pour me poser des questions par rapport à Caño Cristales, parce que des voyageurs indépendants qui y vont, il n'y en a pas des masses. Si vous cherchez Caño Cristales sur Internet, vous allez me trouver en premier. Et en fait, en partant de ce bled-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré à l'aéroport quand la famille m'avait accompagnée. J'ai pleuré comme lorsque j'ai pleuré le jour où j'ai quitté ma famille ici au Maroc, en sachant que je n'allais pas les voir pendant 1 an. Et en fait, je suis reconnaissante à cette intuition,
cette envie de voir juste avec le cœur, de me donner complètement, juste avec une sensation pure d'amour pour les autres, sans mes a priori sur comment ils sont, leur culture, etc. À un certain moment, tout disparaît. Le fait qu'ils parlaient espagnol et que moi, je débutais à peine, que je comprenais juste quelques mots, ne signifiait absolument rien. Il y a eu une fusion qui s'est faite, parce que ce qui vient du cœur part directement au cœur et n'a pas besoin vraiment de langage différent. Mais alors là, en fait, partir avec cette voix du cœur, c'est aussi faire confiance. C'est faire confiance à l'univers, en l'humain, mais surtout en soi-même. Et faire confiance, c'est surtout être complètement vulnérable, complètement à la merci des autres. Vraiment, on ne pourrait pas le croire aussi facilement, se dire, mais je vais me mettre tout seul quelque part, loin de chez moi, loin de mes repères, mais en étant complètement vulnérable, c'est vraiment ce qui peut vous sauver. C'est vraiment ce qui rassure ou assure votre sécurité. J'ai mis ici une photo que j'avais prise sur un des fleuves d'Amazonie au Brésil. Et j'avais fait plusieurs semaines en Amazonie en bateau traditionnel, les petits bateaux que vous voyez là-bas. Et ces bateaux-là, ils n'avaient pas d'horaire, donc ils arrivaient dans des ports assez pourraves, qui craignent vraiment, très tard dans la nuit. Et à chaque fois, je partais bien sûr sans plan, sans aucune idée où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais faire par la suite. C'était un peu ma manière de voyager. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui se présentait. Donc, une fois, par exemple, j'arrivais dans l'état où il y a le village de Mazagao, et j'arrivais à 3 heures du matin. Et il y a juste une fille qui était dans le bateau, qui se présente et qui me pose la question, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Je lui dis non. Elle me dit, suis-moi. Ne me parle même pas, parce qu'elle parlait français, elle parlait anglais. Et c'était une fille de cet état-là. Elle me dit, ne me parle pas, parce que les autres, ils ne devraient pas nous entendre parler dans une autre langue, et on va s'en sortir ensemble. Et vraiment, elle me prend par la main. On a voyagé dans un taxi pendant une demi-heure pour arriver vraiment au premier village habitable, etc. Et là, carrément, elle va négocier l'hôtel où je vais dormir. Elle s'assure, je fais mon enregistrement, elle me dit tout va bien. Je lui dis oui, tout va bien. Elle me fait très bien, bonne nuit, au revoir. Je ne connais pas son prénom, je ne sais absolument rien d'elle. Cette fille-là m'a pris vraiment par la main. Est-ce qu'elle a vraiment existé? Des fois, je me pose la question. Et j'en ai eu des histoires, mais plein comme ça, plein de gens, où au moment où je suis complètement vulnérable, vraiment à la merci de la première personne venue, parce que je fais confiance en moi-même, en l'univers, il se présente toujours un humain qui va me prendre par la main et m'amener vraiment au bon endroit. Mais cette confiance-là, bien sûr, elle vient avec un sens de la responsabilité. C'est-à-dire que ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a eu des moments où je craignais vraiment pour ma vie. Et ça s'est passé, par exemple, je vais raconter une histoire qui s'est passée dans le désert bolivien, au fin fond. Enfin, c'est un désert, l'altiplano du sud de l'Ipèze, qui se trouve à 4000 mètres d'altitude, fait super froid. Il n'y a pas un arbre à l'horizon, il y a un seul arbre qui s'appelle l'arbre de la roche, en fait, que vous voyez sur la photo. Et dans ce désert-là, je traverse la frontière bolivienne pour aller à la frontière chilienne. Entre les deux, il y a 70 km, un no man's land qui appartient à personne. Dans la frontière chilienne, on me dit « Ah, ton visa a expiré, on va devoir te ramener à la frontière bolivienne en plein après-midi. » Je leur dis « Mais c'est vide, je crains pour ma vie, si vous me renvoyez là-bas ?» Ils me disent « Oui, on sait. » Je leur dis « Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je dorme ici la nuit, puis que le lendemain, que je dorme devant la frontière ?» Et que je reparte le lendemain, me dit non. Ok, renvoyez-moi en Argentine. Non. Bon, ok, dernier recours, donnez-moi un téléphone pour appeler l'ambassade marocaine au Chili pour les informer, leur dire que j'étais là. Personne ne savait où j'étais. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de communication, ma famille, mes amis, personne ne savait où j'étais. On me dit non, on va te renvoyer dans le désert bolivien. Et le désert bolivien, c'est un des déserts les plus connus pour les disparitions. Et en fait, au dernier moment, au dernier non, quand on me dit non pour l'appel, je me dis, mais attends, il y a quelque chose de bizarre qui se passe là. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être une réalité, en fait. C'est trop de non pour que ça soit vrai. Je suis en train probablement de créer ma propre expérience. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir qu'on a vraiment dans la création de son expérience de vie en général. Et je me suis rendu compte que j'ai tout fait pour être vraiment là-bas, en ce moment-là, pour être dans ces situations-là.
Et la situation allait en s'empirant, et moi j'allais en me disant, en prenant la responsabilité de tout ce qui se passait. Je suis revenue à la frontière bolivienne et j'ai survécu à une tentative de viol. Il y avait le garde qui avait tenté. Et ensuite, j'ai pris mon sac et je suis partie. Je suis partie rapidement. Bon, bref, j'ai survécu à toute cette expérience-là, mais toujours justement en prenant la responsabilité. Alors, mais tout ça vient avec plein d'étapes, plein de petites choses que j'ai essayé de faire pendant ce voyage-là. J'ai essayé de m'offrir le présent, vivre au présent un maximum, ne pas penser. Cette expérience s'est arrivée et j'ai oublié, je l'ai laissé derrière moi. Je me suis dit, OK, je vais prendre l'apprentissage, je vais le vivre tout le temps au présent. J'ai essayé également d'embrasser la liberté. La vraie liberté, pour moi, je l'avais découvert à Cuba, où c'était juste de l'acceptation. Arrêter de vouloir créer des choses, arrêter de vouloir aller au-delà de mes limites. Non, juste accepter ma réalité telle qu'elle est, l'accepter dans la compassion d'abord et l'amour pour moi-même. Et puis à un certain moment, il me fallait m'arrêter. Et je me suis arrêtée pendant 8 mois dans un temple au Brésil. Enfin, au bout d'une année de voyage, je me suis arrêtée pendant 8 mois pour pouvoir enfin arrêter de voyager dans le physique. Parce que j'ai voyagé dans le temps, mon temps est devenu vraiment le moment présent, est devenu très réduit. Je continue à voyager dans le physique, puis à un certain moment, il me fallait arrêter tout. Je voulais arrêter de voyager et dans le temps et dans l'espace pour pouvoir voyager dans d'autres dimensions qui sont moi-même, qui est à l'intérieur de moi-même. Et dans cette expérience-là, j'ai eu des expériences mystiques assez intéressantes qui ont quelque part aboli le temps et l'espace. Ensuite, en rentrant au Maroc, il y a 5 mois, je suis partie faire le chemin de Compostelle en un élan de gratitude pour l'univers, pour tout ce qu'il m'a donné, mais aussi gratitude pour moi-même. Et c'est ce qui me sauve aujourd'hui, c'est ce qui me continue de me maintenir dans un état d'esprit heureux, malgré toutes les situations par lesquelles je passe. Je passe par des situations assez difficiles actuellement, mais cette gratitude envers moi-même, envers le monde, c'est ce qui me permet en fait de continuer. Et puis potentiellement, j'ai découvert un peu ce que c'était que le soin. Le soin n'est autre qu'une perception différente du monde. J'ai arrêté d'être mon petit soin, moi-même, Houda, pour essayer de devenir, à travers des expériences, à travers les rencontres, à travers l'amour que j'ai pour les autres, quelque chose de beaucoup plus grand, qui ne dépend plus de Houda, quelque chose qui est encore plus grand, qui est l'univers, qui est cette relation qu'on a eue, qui est ce moment-là qu'on a eu au début de cette rencontre, ce moment de respiration. On se rejoint tous dans une seule action, dans une seule volonté. Et puis pour finir, ce que vous voyez là, cette photo-là, c'est la photo de Mazagao. Ça, c'est le drapeau du Maroc devant le cimetière du village de Mazagao, très loin, dans la jungle amazonienne. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce voyage-là, et je pose la question, a-t-on vraiment besoin de voyager? Je vais dire que non, parce que je suis partie très loin pour retrouver quelque part cet attachement que j'avais pour mes sources, pour ma ville d'El Jadida, parce que je suis partie en étant... je voulais un peu d'air, je voulais respirer de l'air, de la liberté, et puis je suis partie très loin pour retrouver quelqu'un devant moi qui, dans les ancêtres avaient quitté cette ville il y a plus de 200 ans, qui me regardait avec des yeux d'émotion, en me disant « Est-ce que tu connais El Jadida ?» Et je leur disais « Oui ». Ils me disaient « Mais parle-nous de cette ville ». Et je suis partie parler d'El Jadida, mais vraiment très, très, très loin. Mais ma réponse aussi à cette question est oui, il faut voyager. Il faut absolument voyager en soi-même. On n'a pas besoin de faire le voyage physique. Il faut vraiment faire autant qu'on peut ce voyage à l'intérieur de soi-même. Et donc, tout le monde ici est à sa place, parfaitement à sa place, tant qu'on peut, quelque part, transcender tous les blocages qu'on a par rapport au temps, par rapport au passé, au futur, ces envies qu'on a, etc. Et s'arrêter un moment, respirer, se dire « Ok, je vais prendre 5 secondes pour faire un petit voyage, mais vraiment à l'intérieur de moi-même et découvrir qui je suis réellement. » Merci.